Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Nantol Goblin Noob. Aujourd'hui, on est avec le fascicule 19. Alors oui, c'est un retour en arrière, oui, c'est un rattrapage du retard, et malheureusement, non, pour l'instant, il n'y aura pas de bataille. On va se concentrer pour essayer de rattraper les quelques vidéos qu'on a pu louper pendant les vacances d'été. On va se concentrer sur les règles et sur les chartes d'unité de nos différents fascicules. Peut-être, je dis bien peut-être, que des mises à jour des vidéos se feront dans le temps avec les batailles en question, mais pour l'instant, on va essayer de se concentrer sur l'actu et on va essayer de rattraper déjà le retard qu'on a pu prendre sur ces vidéos. Donc, fascicule numéro 19, les règles de base, 17. Alors, les rounds de bataille, très clairement, les rounds de bataille, on les connaît déjà. Pourquoi? Parce qu'en fait, un round de bataille, c'est l'intégralité d'un tour du joueur 1 et d'un tour du joueur 2. C'est ça, un round de bataille. En fait, il faut savoir que dans les parties qu'on joue en 1000, 1500, 2000 points, les parties classiques, on va jouer la plupart du temps entre 3 et 5 tours de bataille, 5 rounds de bataille. Donc, à l'intérieur de ces rounds, eh bien, on a évidemment nos deux tours. Tour du joueur 1, qui comprend donc les phases habituelles, héros, mouvement, tir, charge, combat, déroute. Puis, le tour du joueur 2 avec héros, mouvement, tir, charge, combat, déroute. Ça, c'est le très classique. Avant ça, en début de round de bataille, en fait, ce que l'on va faire, c'est qu'on va déterminer qui va avoir la priorité. Donc au début de chaque round, en fait, chaque joueur va tirer un dé et le jet de dés va déterminer en fait qui a la priorité et qui prendra le premier tour. Donc c'est extrêmement important parce que évidemment on va se retrouver potentiellement dans des situations où un joueur qui termine un round de bataille peut débuter un round de bataille. Ce qui veut dire que techniquement on peut avoir ce que l'on appelle donc le double tour. Le double tour, c'est quoi? Eh bien, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Si vous avez eu le deuxième tour lors du premier round, lors d'un round, n'importe lequel, lors d'un round, lorsque vous avez le deuxième tour, donc vous êtes le deuxième joueur, que vous gagnez le jet de priorité, vous pouvez choisir de prendre le premier tour du round suivant. Autrement dit, on va prendre cet exemple-là. Round 1, vous jouez en deuxième. Round 2, vous jouez en premier parce que vous avez gagné la priorité. Et donc techniquement, eh bien, vous allez jouer 2 tours à la suite. Et c'est ça qu'est le double tour. C'est hyper intéressant, c'est hyper important parce que clairement, vous allez avoir un impact à ce moment-là qui peut être extrêmement fort, évidemment. Parce que jouer 2 fois de suite, ça ne laisse pas à votre adversaire le temps de se refaire, ça ne laisse pas à votre adversaire le temps de vous éliminer, de faire des actions, de se déplacer, de se protéger, etc. Et à vous, justement, ça vous laisse la possibilité d'avoir l'initiative sur l'ensemble de ces phénomènes. Donc ça, c'est hyper important. Et c'est ça, la règle qui est intégrée donc cette fois-ci à notre fascicule. La nouvelle règle, même si donc, encore une fois, il n'y a pas de grosse nouveauté, c'est vraiment ce jet de priorité là qui est important et qui détermine véritablement, qui peut changer même clairement le sens d'une partie. On est vraiment sur ce niveau-là d'importance au niveau du jeu, parce que, encore une fois, lorsque vous jouez 2 fois de suite, vous pouvez tout changer. Voilà. On enchaîne avec la charte, avec les différentes chartes d'unité de nos différentes figurines. On a cette semaine, la charte d'unité de l'empaleuse. Donc, on va passer évidemment sur l'ensemble des éléments. Il y a un point qui est important. C'est évidemment les armes à projectiles. Alors, outre le fait que on ait des armes croûtées de venin, c'est-à-dire que, on rappelle,
arme croûtée de venin, c'est un trait de bataille des Orruks, des Cruel Boys. Et donc, si on a un jet de touche non modifié à 6, blessure mortelle. Ça c'est génial, c'est quand même assez fort. Mais c'est surtout qu'on a deux typologies de tirs. Techniquement, on a un tir après un mouvement et un tir sans mouvement. Tir avec un mouvement, eh bien, on est sur un tir précipité, la portée est moins importante, elle est de 12 pouces, la touche est moins facile, elle est à 4+, la blessure est à 3+. Si vous ne bougez pas, le tir devient ajusté, et donc on a une portée qui est supérieure, elle passe à 24 pouces, et le jet de touche est à 2+. C'est-à-dire que clairement, la proportion, le potentiel de touche lorsque l'on ne bouge pas avec l'empaleuse est évidemment bien plus intéressant et bien plus important. Donc ça, c'est clairement pas, c'est vraiment pas un truc à dénigrer et surtout sur lequel il faut pas profiter. On le reprend. En fait, c'est l'aptitude descendez-les, tout simplement. Descendez-les, donc on reprend. Si vous vous déplacez avec l'empaleuse, vous perdrez donc de la précision et de la distance. Je m'explique. Vous vous déplacez de 5, vous allez avoir un tir qui peut être que de 12 pouces. Si vous ne vous déplacez pas, votre tir peut faire 24 pouces maximum. 24 pouces, c'est énorme. Sur un terrain classique qui va être de 60 par 44, 24 pouces, on est quasiment sur un tiers sur une longueur, et on est au-delà de la moitié, quand même, en termes de distance, on est au-delà de la moitié en termes de largeur. On est quand même sur un très 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 beau tir. Deuxième aptitude qui est importante, outre encore une fois les armes croûtées de venin, c'est embrocher. Alors, pour embrocher, c'est très simple. On va jeter autant de dés de la caractéristique de blessure de la cible. D'accord ? Donc, ici dans l'exemple, on a quoi? Donc, attendez, on va lire le texte complètement et puis on va l'expliquer après. Jetez autant de dés que la caractéristique de blessure de la cible. Vous infligez autant de dégâts que le nombre de 5 et de 6 obtenus, plus 2, plafonné à 12 dégâts, et cela fonctionne aussi avec les armes croûtées de venin sur un jet de touche de 6. Faites le même jet que pour embrocher et infliger autant de blessures mortelles. Donc, dans cet exemple, dans l'exemple que l'on a là, on va avoir quoi? On a une Chevalasse Arcanum qui a une caractéristique de blessure de 6. Donc on va lancer autant de dés que sa caractéristique de blessure. Autant dire, on va lancer 6 dés. Sur ces 6 dés, on voit le résultat. On a 3 dés qui sont inférieurs à 5 et 3 dés qui sont supérieurs à 5. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va compter 1, 2, 3 dégâts, plus 2, ce qui veut dire qu'on va lui infliger 5 dégâts. C'est énorme. Sachant que un 6 à la touche, si on fait un 6 dans cet élément-là, si on fait un 6, on est directement sur une blessure mortelle. Donc là, on aura 5 dégâts, dont une blessure mortelle. Hyper efficace là aussi. Voilà, en gros, la charte d'unité de l'empaleuse, très très simple. Les dégâts se font donc en fonction de cette caractéristique-là. C'est-à-dire que si vous touchez, vous faites des dégâts qui peuvent être monstrueux. Et ça, c'est un vrai potentiel parce que jusqu'à maintenant, les dégâts étaient assez limités. Donc c'est vraiment une caractéristique qui est importante et qui va être peut-être un petit peu compliquée au départ à gérer, mais mine de rien, qui a une puissance qui peut être phénoménale, parce que vous pouvez toucher 12, vous pouvez taper 12 blessures dès le départ. Avec un seul jet, avec une seule touche, avec une seule touche, ça peut être joli. Deuxième élément, Gardus, âme d'acier. Gardus, âme d'acier, c'est évidemment donc un personnage fantastique. Voilà, moi je l'ai fini comme ceci. Donc
plutôt sympa. Vous avez vu que j'ai même rajouté un petit effet, bon, voilà, il n'est pas encore extraordinaire cet effet, mais bon, j'aime bien. Je sais pas comment je pourrais l'améliorer dans le futur, mais voilà. On peut y faire des petites choses comme ça, juste avec un petit fil de fer. C'est un petit fil de fer, donc je l'ai planté, j'ai percé donc mon marteau, j'ai percé mon socle, et je suis venu donc le coller à l'intérieur, je l'ai peint en bleu, comme ça. J'aurais pu mettre un petit peu de blanc peut-être pour le rendre plus réaliste, mais voilà, peu importe. L'idée est là, on a un effet comme ça qui est hyper sympa. Gardus âme d'acier, une arme de projectile, une arme de mêlée, 6 points de blessure, mouvement de 5, 3 de sauvegarde, 10 de bravoure. Autant vous dire qu'au niveau bravoure, on est pas mal. Il va avoir 3 capacités. La première, c'est l'aura de pureté. Donc les unités de chevalier sanctifié amis entièrement à 12 pouces de cette unité ont une protection de 5+. Ça veut dire quoi? Tout simplement que toutes les unités qui sont chevaliers sanctifiés, ce sont des mots-clés, qui sont à 12 pouces de lui, auront une meilleure protection. Force de martyr, donc j'ai été jeté un dé si cette unité est détruite à la phase de combat. Et sur 2+, cette unité peut combattre avant d'être retirée du jeu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si sur une phase de combat, on me tue, c'est-à-dire que si je n'ai pas l'initiative et qu'on me tue pendant cette phase de combat, je jette un dé. Si je fais 2 ou plus, eh bien je peux quand même combattre. Ça, c'est énorme aussi. C'est-à-dire que je suis mort. En fait, techniquement, j'ai pris un coup mortel, je vais mourir, mais sur mon dernier souffle, je mets quand même une petite baston. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Assaut sanctifié, une fois par bataille, attention, une fois par bataille, au début de la phase de charge, vous pouvez déclarer un assaut sanctifié si vous le faites. Jusqu'à la fin de votre tour, vous pouvez relancer les jets de charge pour les unités de chevaliers sanctifiés. Encore une fois, mot-clé. Donc les chevaliers sanctifiés amis entièrement à 12 pouces. Et ajouter donc 1 à la caractéristique d'attaque des armes de mêlée des héros chevaliers sanctifiés amis entièrement à 12 pouces de cette unité. On la refait évidemment avec les tutoriels. Alors, l'aura de pureté. Donc Gardus âme d'acier, donc a une protection de 5+. Cela signifie donc, chaque fois qu'il rate une sauvegarde et qu'il subit une blessure, vous devez jeter un autre dé. C'est un jet de protection. Et sur 5 ou 6, la blessure est ignorée. Donc on peut utiliser aussi cette protection contre les blessures mortelles. Ça, c'est hyper intéressant. Infligées par des sorts ou par l'aptitude à rencontrer de venin. Donc, sur n'importe quelle blessure, j'aurais dit, dans cet exemple, le bleu qui tue, donc qui a infligé 2 blessures normales, 2 blessures mortelles. D'accord. Le jour éternel lance alors 4 dés. Sur chaque 5 ou 6, il évite une blessure. On la refait. Je réexplique très simplement. Sur chaque blessure que Gardus va subir, il va avoir une autre possibilité, une autre protection, en plus de son jet donc, de sauvegarde, hein, très clairement. En plus de son jet de sauvegarde, il va pouvoir donc relancer un dé. C'est un dé de protection. Et sur 5 et 6, on va ignorer la blessure qui serait quand même passée au-delà de ces jets de protection. Force de martyr. Force du martyr, c'est ce que je disais. Donc, vous n'avez pas l'initiative. Vous êtes au corps à corps. Vous êtes donc sur une phase de combat. Vous prenez des blessures. Ces blessures font que vous mourrez. Vous lancez un dé. D'accord ? Si vous faites plus de 2, c'est bien ce que l'on a dit. Force du martyr, sur un 2+, si vous faites plus de 2, vous pouvez quand même combattre. C'est absolument génial, hein, quand même. Là, on est sur 2 aptitudes hallucinantes. La première, c'est on a une double sécurité contre les blessures. Et là, je meurs, mais je peux quand même combattre une petite dernière fois, histoire de. L'assaut sanctifié, donc une fois par bataille. Qu'est-ce que l'on va pouvoir faire, encore une fois ?
assaut sanctifié permet à Gardus donc de faire une charge meurtrière. La première partie de l'aptitude donc lui permet de relancer des jets de charge. Autrement dit, il rate une charge, il peut la relancer. D'accord. Et ça lui confère une attaque supplémentaire ayant, vu que Gardus a les mots-clés héros, chevalier, sanctifié. Voilà. Donc ça aussi c'est hyper important parce que 1, il va pouvoir relancer ses dés sur une charge, et 2, il va pouvoir bénéficier d'un dé de plus lors d'une attaque, plus 1 en attaque de mêlée. C'est pas un dé de plus, pardon, c'est un de plus en caractéristique. Donc on va améliorer notre jet de 1. Voilà. La bataille de la semaine, que l'on ne fera pas, je vous l'ai dit, malheureusement, on va pas la faire tout de suite. Je vais essayer de les récupérer dans le futur. Je vais essayer. En tout cas, je vais essayer de faire en sorte que les prochaines vidéos, à partir du colis numéro 9, si je me trompe pas, se fassent. Mais bon, comme je vous l'ai dit aussi dans plusieurs autres vidéos, les parties commencent à être de très grande importance, avec des terrains qui sont de plus en plus grands. Donc moi je vais avoir de plus en plus de difficultés à les gérer, à les monter en vidéo, parce que ça prend quand même pas mal de temps. Donc voilà, j'essaie de faire au mieux dans tous les cas. J'en ferai peut-être une de temps en temps, peut-être pas toutes, mais voilà. En tout cas, la bataille d'aujourd'hui, âme d'acier. Gardus âme d'acier donc commande une petite unité de héros éternels. Leur mission, détruire un camp de Cruel Boys. Donc, bonne opposition quand même entre Gardus, entre le Seigneur Impératant, son Griffdog, la Chevalerie Arcanum et les 4 Prétors. Opposé à Manoc le Rusé, à sa bande de rusés, à l'Empaleuse, aux Éventreurs et aux Égorgeurs que l'on a pour l'instant. On est sur le terrain classique pour l'instant, terrain simple. Terrain qui va vite aussi évoluer, ça vous le savez, parce que maintenant qu'on a eu plusieurs numéros depuis ce numéro 19, eh bien on sait aussi qu'on va jouer maintenant sur plusieurs tableaux, voilà, sur plusieurs tapis à la fois. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. On rappelle donc le round de bataille, encore une fois les rounds de bataille, le jet de priorité, très très important le jet de priorité, parce qu'il peut permettre d'avoir, encore une fois, ce double tour, ce qui est une vraie spécificité de la V3. Je suis pas sûr que ce phénomène existe encore exactement dans la même circonstance dans la V4, mais dans la V3 c'est le cas. Voilà, donc un jet de priorité qui permet de déterminer qui commence le round. Donc celui qui gagne le jet peut choisir qui commence et qui sera le deuxième. On joue le premier tour du joueur 1, on joue le premier tour du joueur 2, c'est la fin du round de bataille numéro 1, on passe au round de bataille numéro 2, on relance un jet de dés et on redétermine qui a la priorité. Celui qui a fini le premier tour et qui débute, s'il débute le deuxième tour, il a ce qu'on appelle un double tour, et là encore une fois, ça peut être hyper mortel. Voilà, c'était le résumé hyper rapide de ce que je viens de vous dire depuis un petit moment. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle a été assez compréhensible, que vous avez pu découvrir encore une fois de nouvelles règles, approfondir de nouvelles règles. Attention donc évidemment aux nouvelles chartes d'unité qui sont complètes maintenant pour l'Empaleuse et pour Gardus. Encore une fois, n'oubliez pas vos aptitudes, gérez-les comme il faut, apprenez bien vos chartes d'unité parce que c'est important de bien les connaître pour bien les utiliser. Comme promis, je vais essayer de rattraper quelque peu le retard sur les parties. Et donc, on va redémarrer, comme je vous l'avais dit, avec la bataille, la partie test numéro 19. On n'est pas encore sur les batailles rangées. Donc, cette partie test s'appelle Âme d'acier. Gardus Âme d'acier commande une petite unité de héros éternels. Leur mission, détruire un camp de Cruel Boys. Le déploiement, je vais déjà vous donner les compositions. On a évidemment Gardus, âme d'acier, le Seigneur Impératant, la Chevalerie Arcanum et les 4 Prétors, opposés à 10 Égorgeurs, la bande de Manoc le Rusé, la bande rusée, l'Empaleuse et 10 Éventreurs. Donc ça, c'est l'opposition du jour. Ce que l'on va faire, vous pouvez le voir, on a aujourd'hui disposé les 2 tapis de jeu, l'un à côté de l'autre.
et on va pouvoir donc se déployer. Pour se déployer, eh bien, tout simplement, on va lancer un dé. On va lancer un dé chacun. Alors, quand je dis chacun, c'est moi et moi, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas d'acolyte. Donc, les Stormcast vont jouer avec les dés blancs, les Cruel Boys avec les dés noirs. Un dé chacun pour savoir qui va avoir l'initiative. Pour déposer, forcément, égalité. Qui va déposer sa première unité, ce sont les Stormcast. Les Stormcast vont pouvoir choisir donc qui se déploie en premier, puis une fois que tout sera déployé, eh bien, on pourra poser les terrains. Les terrains qui sont les terrains classiques que l'on a eu dans les précédents numéros. Donc, voilà. Et puis après, on va commencer la partie. La partie se joue comme d'habitude en 5 rounds. 5 rounds, donc rappelons-le, les rounds. Un round comprend 2 tours et chaque tour comporte plusieurs phases. Les phases de héros, de mouvement, de tir, de charge, de combat et de déroute. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a déterminé ça, on va pouvoir démarrer sur le positionnement. Alors, sachant que je ne connais pas bien mes fiches d'unité, mes chartes d'unité, je vais déposer Gardus au centre. Le Cruel Boys, lui, démarrera par un positionnement de son empaleuse sur le centre là aussi. À côté de Gardus, le chevalier impératant et son Griffdog. Manoc va se placer, sa bande rusée va se placer ici. La chevaleresse Arcanum ici. Les éventreurs ici avec, comme vous le voyez, un nouveau boss. En fait, c'est le boss, vous savez, c'était la figurine découverte. Non, la figurine exclusive aux abonnés dans le 6e envoi, je crois. Donc, qui est un boss Cruel Boys. Un éventreur, boss éventreur, malheureusement très simple. Pas de pouvoir pour son compagnon, son oiseau compagnon, c'est dommage. Les Praetors qui vont se mettre avec la chevaleresse Arcanum. Et évidemment, les égorgeurs qui, eux, vont venir se positionner sur un côté, en face. Ils vont être en face de la chevaleresse et des Praetors. La bonne chair à canon pour les Praetors. Ce sont les Stormcast qui ont fini de se déployer en premier. Ils vont donc pouvoir déposer en premier donc, un élément de terrain. Alors les éléments de terrain ici n'ont pas grande importance pour l'instant, parce qu'il n'y a pas de pouvoir particulier dessus, c'est juste vraiment, là on est vraiment que sur du décor. Voilà. Et donc Stormcast, Cruel Boys, Stormcast, Cruel, Stormcast. Et le Cruel Boys qui va terminer. Par ceci. Voilà. Nous allons pouvoir débuter cette partie. Avant cela, eh bien, évidemment, je vous rappelle que vous avez des règles. Les règles sont disposées bien sûr dans votre classeur, que vous connaissez maintenant par cœur, bien évidemment. Ce qui est important surtout, je vous le rappelle, c'est d'avoir vos chartes d'unité. Ça, c'est pas anodin. Donc, surtout, ne les oubliez pas. Voilà. Je reviens aussi sur quelques petites informations. N'oublions pas de faire le jet de priorité. Ne l'oubliez pas aussi, dans le jet de priorité, vous avez surtout les règles donc, du double tour. Vous savez, on a appris avec ces règles, les règles de cette semaine. Ça, il ne faut pas les oublier. Voilà. Et là, on va sortir donc les différentes
charte d'unité de notre classeur. Et on va pouvoir redémarrer. Donc, on a Chevalier Arcanum 14. Tout va bien. Je vais pouvoir disposer mes dés ici. On n'a pas besoin du Charlemagne le Seigneur Impératant, évidemment. Et Gardus Âme d'Acier. De l'autre côté, on va avoir, je vous rappelle, donc, les égorgeurs. Et pas les embrancheurs, hein, juste les égorgeurs. Les éventreurs, Manoc et l'empaleuse. On n'a pas de chaman vasomancien, il n'est pas utilisé dans cette bataille. Tous ces éléments-là, je vous le rappelle, c'est évidemment des éléments que normalement vous avez préparés à l'avance. C'est plus simple, c'est plus sympa. Voilà. Surtout si vous accueillez quelqu'un, n'oubliez pas de les préparer. Le 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14. Pareil que les dés. Tac. Voilà. Et toujours. Donc on va pouvoir démarrer. On va lancer donc quelques dés, un dé en l'occurrence, pour pouvoir bien tout simplement se dire qui a l'initiative. L'initiative, je le rappelle, c'est celui qui va commencer à jouer. C'est celui qui va être l'attaquant pour le premier tour et qui sera le défenseur pour le premier tour. Ça peut être important parce qu'encore une fois, celui qui est défenseur, qui joue en deuxième dans le premier tour, s'il gagne l'initiative du second tour, il va pouvoir avoir ce que l'on appelle donc un double tour. Et ça peut avoir une vraie incidence sur la partie. Donc, c'est vraiment pas anodin. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée, quand même, on a des armes qui ont des portées plus ou moins importantes. Gardus, pas Gardus, le Seigneur Impératant qui, parmi les Stormcast que l'on a aujourd'hui, a la portée la plus importante, à 18 pouces de portée. 18 pouces de portée, ça amène au milieu du terrain par rapport à sa position. L'empaleuse, qui elle a la plus grande portée de l'intégralité de la partie, elle a 24 pouces. Donc 24 pouces, ça n'amène même pas à une figurine. D'accord ? Donc attention, n'oubliez pas ce genre de petits détails lorsque vous démarrez une partie. Ça peut avoir son importance dès le départ. Donc, on va jeter un dé chacun pour l'initiative. Donc les blancs pour les Stormcast, les noirs pour les Cruel Boys. Ce sont les Cruel Boys qui ont l'initiative. Et donc, c'est aux Cruel Boys de déterminer s'ils veulent ou pas commencer. En l'occurrence, vu les déplacements qui sont faisables de faire, vu les distances, ça me paraît intéressant pour les Cruel Boys de démarrer. Pour la simple et bonne raison que en face, on n'a que du 5 de mouvement. Autrement dit, on ne va pas pouvoir bien dépasser cette ligne-là, au même titre que les éventreurs, les Cruel Boys ne vont pas beaucoup dépasser cette ligne-là. Donc il n'y aura pas d'affrontement sur le premier tour, ce qui peut être intéressant. Donc. Je rappelle aussi qu'il n'y a pas chez les Cruel Boys, nous n'avons pas de sorciers ou quoi que ce soit, donc il n'y a pas de phase de héros. Par contre, chez les Stormcast, nous pouvons avoir une phase de héros avec le Chevalier Arcanum. Je rappelle que pour l'instant, seul le Chevalier Arcanum peut amener des sorts. Voilà, tout simplement. Donc ça aussi, c'est des éléments qui sont à prendre en compte. Lorsque vous commencez à jouer, lorsque vous préparez votre stratégie, parce que évidemment, ces éléments-là, ils vont devoir être utilisés, ils vont devoir ressortir, ils vont être hyper importants
évidemment, dans votre bataille. Donc là, je reviens sur mes règles aussi, pour être sûr de retrouver, entre autres, mes magies. Tac, tac. On a aussi des traits de bataille, bien sûr. On va avoir coup tordu au descendant de l'orage. Et peu importe là, la pièce de déroute. Non. On peut avoir encore une fois deux traits de magie pour le sorcier. Je suis en train de réfléchir en même temps. Bon, ce sont les Cruel Boys donc, qui prennent l'initiative. Donc déjà pour les Cruel Boys, il n'y aura pas de double tour, c'est évident. Par contre, ils vont avancer. Donc ils vont avancer, l'empaleuse de 5, la bande rusée peut avancer de 5, les éventreurs peuvent avancer de 5 aussi, et les égorgeurs avancent de 5 aussi. Au final, tout le monde avance de 5. Donc, on va pas s'en priver. On rappelle évidemment, comme ça fait longtemps que nous n'avons pas joué, que l'on avance de socle à socle. C'est-à-dire que le devant de votre socle se rapproche du devant du socle. Là, on va hop, accélérer le mouvement. L'empaleuse, elle va se décaler légèrement, voilà, pour passer. Quoique elle peut aussi se mettre juste derrière, mais non, elle va prendre son mouvement en totalité. La bande dans ce sens-là. Et les égorgeurs, eux, avancent jusque-là. Petit à petit, il peut être intéressant d'avoir des règles de mouvement. Alors, c'est pas des règles, c'est des plateaux de mouvement, comme ça vous allez vous simplifier la vie et surtout accélérer votre mise en place. D'autant plus si vous êtes en tournoi, la mise en place peut être chronométrée, peut être le tour en fait, de chaque joueur peut être chronométré. Donc si on a des plateaux de jeu, de déplacement, ça peut être utile. Phase de tir, évidemment. La phase de tir, est-ce qu'on va avoir une phase de tir? Eh bien, là, en l'occurrence, non. Pourquoi? Parce que même Manocle Rusé, qui a une portée de 18, une portée maximale de 18, si on prend sa référence, il ne toucherait personne. L'empaleuse, elle a plus qu'un tir de 12 pouces, pareil, elle ne peut toucher personne. Les égorgeurs ont une portée de 8 avec leur grenade, donc on ne pourra toucher personne. Donc on va s'arrêter là pour la phase de tir. La phase de charge, c'est pareil, on est à plus de 12 pouces. La phase de combat, bien évidemment pas en combat. Et donc on va passer à la phase de déroute. La phase de déroute, on n'a perdu aucune unité évidemment sur ce tour-ci. Donc on passe évidemment au tour des Stormcast. C'est le tour des Stormcast. On peut lancer un sort, bien évidemment, sauf que le sort va se terminer donc à la fin du tour. Donc, est-ce qu'on a un intérêt à le lancer? En l'occurrence, non. Tout simplement. Je suis en train de relire, évidemment. Il est lancé le succès. L'idée, si on le savait. Je prends l'exemple du bouclier mystique, parce que le trait magique à 12 pouces, pareil, on ne toucherait pas. Le bouclier mystique, qu'est-ce qui protège jusqu'à la fin de ce tour, jusqu'à la fin du prochain tour, jusqu'à la fin de la prochaine phase de héros des Stormcast. Jusqu'au début de mon prochain tour. Donc ça c'est intéressant, ça veut dire que ça va me protéger aussi pour le prochain tour. Donc évidemment,
on va démarrer cette phase de héros avec la Chevaleresse Arcanum, qui va pouvoir donc, sur le principe, envoyer un bouclier mystique sur une unité qui est à 12 pouces d'aile. 12 pouces d'aile, ça veut dire que je vais pouvoir atteindre le Seigneur Impératant, Gardus ou mes Praetors. En l'occurrence, évidemment, je vais tenter de sauvegarder mes Praetors. Donc, le bouclier mystique, je le rappelle, il va il va permettre de sauvegarder avec un point de moins. Donc il faut déjà faire plus de 5, ça tombe bien, il fait 6. Donc le sort passe, comme le sort passe, et bien je vais pouvoir indiquer que mes Praetors ont un bouclier mystique, donc ils sont un peu plus protégés sur le prochain tour. Voilà. Je vais maintenant faire ma phase de mouvement. Phase de mouvement, je vais légèrement m'écarter pour dissiper les effets des forces opposées. Je vous explique. J'étais très concentré sur le centre de mon terrain. Je vais là légèrement m'écarter, ce qui va obliger les forces Stormcast, les forces des Cruel Boys à attaquer de façon un petit peu plus large, plus variée. Le tour des Stormcast est maintenant terminé parce que, évidemment, là aussi, on ne va pas pouvoir attaquer, on ne va pas pouvoir tirer. Je vais faire l'exemple, le tir, encore une fois, Gardus Amdacil à 12 pouces, le sceptre du Seigneur Impératant en a 18. On va aller à 18 pouces. Est-ce qu'on va atteindre les 18 pouces? Non, on ne peut pas atteindre une unité à 18 pouces. Donc, on va s'arrêter là. Et c'est donc le deuxième tour. Le deuxième round. Deuxième round, on va relancer un dé d'initiative. Donc, pour savoir qui va débuter. 4 et 6, ce sont les Cruel Boys qui ont l'initiative. Est-ce qu'ils choisissent de prendre l'initiative ou de la donner? Alors, là, il peut y avoir une vraie question. Pourquoi? Parce que là, on est à 17 pouces. 17 pouces, si on avance de 5, on a derrière la capacité de charger. Je rappelle que pour charger, on va lancer 2 dés et on peut aller jusqu'à 12. Donc là, on est à 17, 5 plus 17, ça fait 12. On pourrait être sur le Chevalier Arcanum, sur la Chevaleresse. Sauf que, il y a un décor, il va falloir contourner les décors. Donc ça va être plus compliqué. L'empaleuse va pouvoir tirer, pas de souci. Potentiellement, Manoc, s'il avance, pourra aussi tirer parce qu'il a un jet de portée qui peut aller jusqu'à 18 pouces. Jusqu'à 18 pouces. Les éventreurs, eux, n'attaquent qu'au corps à corps. Est-ce qu'ils vont pouvoir attaquer? Là, non. Donc, la question se pose vraiment. Est-ce que c'est intéressant pour les Cruel Boys de lancer leur initiative et de lancer la bataille maintenant avec simplement l'empaleuse, en espérant que l'empaleuse fera assez de dégâts pour que ce soit intéressant, ou pas? Parce que rappelons que l'empaleuse, elle touche à 24 pouces si elle ne bouge pas. Et honnêtement, ça peut être une très bonne idée. Moi, je pense que je vais faire ça. Donc les Cruel Boys vont prendre l'initiative. Ils n'ont pas de phase de héros, toujours pas. Phase de mouvement, ils ne vont pas bouger. Je vais pas bouger ou quasiment pas. Je vais juste me décaler, voilà, sur 5 pouces ici. Je vais décaler mon unité d'éventreur pour que derrière, elle puisse aller attaquer, peut-être au prochain tour. Le Seigneur Impératant. Manoc, le rusé et sa bande de rusés ne bouge pas. L'empaleuse ne bouge pas. Les égorgeurs ne vont pas non plus bouger. Ou alors, de la même façon, ils vont se décaler aussi.
ça va là aussi ouvrir le champ de bataille, ouvrir le jeu, obliger aussi les Stormcast à s'écarter, aller chercher du mouvement et surtout à diviser leur force en 3. Voilà, phase de mouvement terminée pour les Cruel Boys. On va passer à la phase de tir. Phase de tir, on n'a que la lampaleuse qui va pouvoir attaquer. À 24 pouces, je me rappelle, 24 pouces, elle peut toucher. Elle n'est pas obligée de déterminer tout de suite qui elle va toucher, mais elle peut toucher sur le principe les Praetors, Gardus, et même le Seigneur Impérator. Donc là, il y a un vrai truc à faire. Donc, qu'est-ce qui est le plus intéressant? Le Seigneur Impérator a 7 points de blessure, le Chevalier Arcanum 6, les Praetors 3, Gardus 6. Qui est le plus bourrin aussi? Il faut se poser cette question. Est-ce que c'est le Seigneur Impérator? Est-ce que c'est Gardus? Est-ce que c'est le Chevalier Arcanum avec son pouvoir magique? Ou est-ce que ce sont les Praetors, vu qu'ils sont 4 et qu'ils ont pas mal de points de vie? Donc l'empaleuse va tirer. Déjà, elle va tirer, elle a une attaque. Donc, je rappelle que sur un 6, à la touche, elle fait une blessure mortelle. Je rappelle aussi que pour les dégâts, on va déterminer les dégâts d'une attaque d'empaleuse, jeter autant de dés que le caractéristique de blessure de l'unité ciblée. Autrement dit, si j'attaque les Praetors, je vais lancer 12 dés, soit 3 x 4 dés. Je vais lancer 12 dés. Les caractéristiques de dégâts est égale à 2 plus 1 pour chaque jet de 5+, jusqu'à un maximum de 12. Ça veut dire que je peux faire potentiellement 12 blessures avec mes Praetors. Ça peut être hyper intéressant. Donc, je vais tenter d'exterminer d'un coup les Praetors. Alors, l'empaleuse va tirer, elle touche à 2. Elle fait 3, c'est parfait. Et elle laisse à 3+. Elle fait 3, c'est parfait aussi. On va gérer donc les dégâts. Pour savoir combien il y a de dégâts. Donc j'ai dit, on va lancer donc un dé par nombre de blessures possibles chez les Praetors. Donc on a dit 12 dés. 2, 4, 6, 8, 10, 12 dés. Donc il faut que je fasse des 5+ pour créer des dégâts. Sachant que pour chaque 5+, je vais créer 2 plus 1, avec un maximum de 12. Donc j'ai 1, 2, 3, 5, 6. J'ai déjà 6 dés qui ont dépassé le 5. Autrement dit, j'ai déjà 12 blessures. J'ai 12 blessures de poser. On va faire le jet de sauvegarde, bien évidemment, sachant que l'empaleuse a une perforation de -2. Donc, les Praetors ayant une sauvegarde de 3+, il va falloir qu'ils fassent des 5 pour sauvegarder leurs blessures, de se sauvegarder de leurs blessures. On a 1, 2, 3, 4 blessures qui ont été sauvegardées. 2, 4, 6. Pourquoi est-ce que j'ai eu 10 dés? 2, 4, 6, 8, 10. Pardon, j'ai eu que 10 dés sur 12. On va la refaire. Moi, j'avais déjà 4 protections. Et je rappelle qu'ils ont aussi un -1, donc ils ne sauvegardent pas à 5+, mais à 4+. 4+, donc je vais enlever tout ce qui est en dessous de 4. Voilà. Et là, on a 5 sauvegardes. 2, 4, 6, 7 blessures. 7 blessures, ça veut dire que j'ai 2 personnages Praetors qui disparaissent et une blessure supplémentaire.
C'est donc un bon jet, mine de rien. C'est donc une belle attaque, mine de rien, de l'Empaleuse. Ce tir est fini. Il n'y a pas donc derrière de phase de charge pour les Cruel Boys. On le voit, ils sont trop loin et en tout cas, ils décident de ne pas faire de charge. On ne va pas faire non plus de phase de combat, bien évidemment. Donc, on va passer tout de suite à la phase de déroute. Phase de déroute, on a 2 figurines qui ont été sorties des Predators. Ils ont une bravoure de 8. Ce qui veut dire qu'ils ne vont pas pouvoir se faire éliminer plus de figurines que prévu. Pourquoi? Parce que je rappelle, il suffit de lancer un dé, on rajoute à cela le nombre de figurines qui sont sorties. Si ce chiffre est supérieur à la bravoure, on enlève une figurine supplémentaire par chiffre au-delà. Là, en l'occurrence, au maximum, on sera 6 plus 2. 6 plus 2, on arriverait à 8. Donc, pas de souci. On passe donc au tour des Stormcast. Les Stormcast. Alors, déjà, on va pouvoir démarrer avec un petit sort. Avec la phase de héros, est-ce que on n'est pas à 12 pouces, donc il ne pourra pas y avoir d'attaque mystique, de trait magique, parce que c'est à 12 pouces maximum. Par contre, il y a potentiellement une défense donc de nos Predators ou de Gardus. La chevresse sondée, ok, elle fait passer son bouclier mystique et elle va de nouveau protéger les Predators avec un plus 1. Maintenant, on est en phase de mouvement. Phase de mouvement, on va faire avancer Gardus. Le chevalier impératant. La chevresse arcanum va peut-être rester légèrement derrière en place pour se protéger un petit peu. Voilà. On est maintenant en phase de tir. Donc la phase de tir, je rappelle que nous avons plusieurs possibilités. Gardus a la possibilité de tirer s'il est à 12 pouces. Est-ce qu'il est à 12 pouces d'une unité? Non. Le Seigneur Impératant, lui, a une possibilité de tirer à 18 pouces. Sans aucun souci, il va pouvoir toucher soit les éventreurs, soit même Manoc et sa bande rusée. Donc, eh bien, il va tenter un dé de 6 en attaque. C'est pour déterminer le nombre d'attaques qu'il va faire. Il va en faire 4. Donc il a 4 attaques, il touche à 3+, baisse à 3+, et il va tenter d'attaquer Manoc. Alors, il touche à 3+, donc on a 3 touches. Il blesse à 3+, 2 blessures. On va tenter donc de sauvegarder ces 2 blessures sur Manoc. Simplement sur Manoc, parce qu'il ne pouvait pas toucher la bande rusée. Donc Manoc, il a 6 points de blessure, et il a une sauvegarde à +4. Le Seigneur Impératant a une perforation de -1, donc il faut que Manoc fasse 5 pour sauvegarder ses 2 blessures. 5+, il fait un 5 et un 3. Il subit une blessure. Que l'on matérialise. La phase de tir est maintenant terminée. On va passer à la phase de charge si on le souhaite. Donc les Stormcast vont pouvoir potentiellement charger. Là on est pile à 12 pouces. Et là, même en contournant, ça pourrait le faire. On pourrait donc attaquer directement. À 12 pouces, on n'y sera pas. 12 pouces, on n'y sera pas. Il faudrait passer au-dessus. Et là, le Seigneur Impératant pourrait en effet aller attaquer aussi les éventreurs. Eh bien, c'est ce qu'ils vont tenter de faire. Donc les Predators vont tenter une charge. Ils font 8, ils n'y arriveront pas. Le Seigneur Impératant tente une charge, il fait 3, il n'y arrivera pas.
c'est donc la fin de la phase de charge. Pas de phase de combat, pas de phase de déroute, bien évidemment. Et donc, on passe au tour des Cruel Boys. Et donc, c'est surtout le round 3. On vient de faire 2 rounds hyper rapidement. Pourquoi ? Puisque le terrain est grand. On a vu que le premier tour servait principalement à se placer. Et le deuxième tour a permis aux Auruks de taper avec l'empaleuse de loin. Et ça peut être, encore une fois, très intéressant d'avoir des armes de loin pour le début de la partie. On va démarrer donc avec la phase de héros. Il n'y a pas, évidemment, chez nos Cruel Boys. On passe donc de suite à la phase de mouvement. Phase de mouvement, eh bien, on va encore avancer pour les éventreurs. Ça va avoir 2 intérêts pour les éventreurs. Le premier, évidemment, eh bien, c'est de se rapprocher des prétors. Et le deuxième, c'est qu'en se rapprochant ainsi, ils vont pouvoir 1 tirer, 2 potentiellement aller directement en charge. Les éventreurs de l'autre côté vont aussi se déplacer. Donc 2, 5, là encore. Pareil pour les éventreurs, ils vont pouvoir potentiellement aller attaquer le Seigneur Impérateur. Madoc, lui, va rester en retrait, histoire de se protéger et de garder un petit peu de force vive pour la suite. Phase de tir, on va démarrer soit avec les égorgeurs, soit avec l'empaleuse. Donc Gardus va être protégée, parce qu'elle ne le voit pas directement. Elle voit par contre les Praetors, donc elle peut encore leur tirer dessus, mais elle voit aussi le Seigneur Impérator. Sachant que les égorgeurs vont pouvoir tirer sur les Praetors et sur la Chevalier Arcanum, sachant aussi que derrière ils vont potentiellement pouvoir charger, qu'ici les éventreurs vont aussi potentiellement pouvoir charger. Il paraît intéressant pour l'empaleuse de tirer directement sur une force importante des Stormcast, à savoir le Seigneur Impérator. Donc, je rappelle, elle touche à 2+, blesse à 3+. Elle fait 2, parfait, et elle blesse à 3+. Elle fait 6. Le Seigneur Impérator a 7 de blessure, ce qui veut dire que l'empaleuse va lancer 7 dés, 2, 4, 6, 7, pour déterminer le nombre de dégâts, le nombre de blessures qu'elle va provoquer. Elle fait juste 2 dés au-delà de 5. Ce qui veut dire que, avec ces 2 dés au-delà de 5, elle touche, bien évidemment, et c'est surtout qu'elle fait 6 blessures. Parce que rappelons, la caractéristique de dégâts est égale à 2 plus 1 pour chaque. Ah, je me suis trompé. C'est 2 plus 2. Donc elle fait 4 dégâts. Tout à l'heure, je me suis trompé sur les Praetors. C'est pas grave. Tant pis pour moi. Elle fait 4 dégâts. Le Seigneur Impérator a une sauvegarde de 3+, mais l'empaleuse a une perfo de -2. Donc il faut que le Seigneur Impérator fasse des 5 pour sauvegarder ses blessures. Il fait 2 chiffres au-dessus de 5. Il prend donc 2 blessures. On rappelle évidemment que le Greatbug est son compagnon, que si le Seigneur Impérator est retiré du jeu, il est lui aussi retiré du jeu. On passe maintenant donc aux égorgeurs. Les égorgeurs auront donc des attaques. Ils ont une attaque par grenade. Je rappelle que les grenades, ils peuvent les lancer à 8 pouces. On est là sur une réglette de 9 pouces. Donc ils vont pouvoir lancer. Ils sont à distance. Pas de souci. Alors, ils sont 10. Donc il y a 2, 4, 6, 8, 10. Je rappelle qu'il y a un champion. Ce champion peut lancer une attaque supplémentaire. Mais
Le boss, c'est que pour le couteau, c'est pas pour la grenade. Donc je fais bien de relire la fiche la charte d'unité en même temps. Et de la même façon, d'accord. Ok, donc on a donc 10 attaques. 2, 4, 6, 8, 10. 10 attaques. Donc les grenades, elles touchent à 4 et blessent à 3+. Touche à 4+. Donc on a, hop, 4 touches. Pas terrible. Pas terrible, pas terrible. Et elle baisse donc à 3+. Et donc là, on a 4 blessures. 4 blessures qui provoquent 4 dégâts. Donc on va lancer 4 dés. Il y a une perforation de -1. Hop. Les Praetors ont une sauvegarde de 3+. Ils ont aussi, vous savez, le trait magique, le bouclier mystique, pardon, pas le trait magique, mais le bouclier mystique, qui leur a amené un +1 pour se faciliter la sauvegarde. Avec le -1 en face, on reste donc à 3+. Sur 3+, on sauvegarde tout et on sauvegarde toutes les blessures, c'est parfait. La phase de tir des Cruel Boys est donc maintenant terminée. On va passer à la phase de charge. Phase de charge, 2 unités vont pouvoir charger, les éventreurs, les égorgeurs. Les égorgeurs vont commencer, ils font 3, ils ne pourront pas atteindre leur objectif. Les éventreurs vont pouvoir aussi charger, eux ils font 6, ils ne vont pas pouvoir non plus atteindre leur objectif. C'est ça. La phase de charge est terminée, pas de phase de combat, pas de phase de déroute évidemment, et donc c'est la fin du tour des Cruel Boys. Ce sont maintenant... J'ai pas relancé le dé, c'est pas faux pour le début du tour. Ce sont maintenant donc les Stormcast, c'est au Stormcast de jouer. La chevaleresse Arcanum va lancer donc un bouclier mystique ou un trait magique. Parce que là, elle est à 12 pouces, elle peut donc tout à fait lancer un trait magique. Le trait magique, rappelons-le que c'est un sort de niveau 5. Et il inflige des 3 blessures mortelles à l'unité choisie. Donc, pour une fois, elle va faire ça. Elle fait 12, déjà, c'est parfait. Et elle va infliger des 3 blessures. Sachant que les égorgeurs n'ont qu'une seule blessure possible. Des 3, elle fait donc un 5. Le 5 provoque donc 3 blessures mortelles. On a donc 3 figurines qui sont retirées du jeu. On sait déjà qu'on aura de la déroute à faire pour les égorgeurs. C'est au tour, ensuite, après la phase de héros, c'est au tour de la phase de mouvement. Phase de mouvement qui va se traduire évidemment par un mouvement des Praetors, par un mouvement aussi de la chevaleresse Arcanum, qui va venir se rapprocher du combat. Voilà. J'enlève la protection que donnait la chevaleresse. Le seigneur impératant va se rapprocher aussi avec son bulldog. Gardus, lui, va rester à l'abri, tranquillement au chaud. Il est à 12 pouces, je regarde s'il pourrait toucher quelqu'un. Non, il ne va pas toucher quelqu'un. Il va peut-être sortir de son couvert. Non, il va rester comme ça. On a fait la phase de mouvement, on va passer à la phase de tir. La phase de tir, c'est donc notre seigneur impératant qui va pouvoir lancer une attaque contre les éventreurs potentiellement, ou encore une fois contre Maloc, contre la bande rusée de Maloc. Mais en l'occurrence, on va déjà voir combien il a d'attaques. Il a 4 attaques. Il va aller attaquer les éventreurs, parce que sinon ils vont totalement le toucher la prochaine fois. Donc 4 attaques, il touche à 3, blesse à 3 et une performance. Il touche à 3, donc déjà il a une touche, il blesse à 3, il blesse. Les éventreurs donc répliquent, se défendent avec un 3, sauf que les éventreurs, eux, sauvegardés à 5+, il y a donc une blessure de fait que l'on va de suite comptabiliser.
La phase de tir est maintenant terminée, parce que je rappelle que les prêteurs n'ont pas d'armes de jet, ni la chevaleresque arcane. Par contre, on va passer à la phase de charge. La phase de charge, on a les prêteurs, la chevaleresque et le seigneur impérateur qui va pouvoir charger. Le seigneur impérateur démarre, 7, c'est très bien qu'il va pouvoir y aller sans aucun souci. Hop. Il se balade toujours avec ses 2 blessures. Ensuite, les prêteurs, sans aucun souci. Et la chevaleresque arcane, qui elle aussi va pouvoir sans problème venir au combat. On vérifie. Voilà. C'est un peu juste, mais c'est bon. Très bien. La phase de mouvement est terminée, la phase de charge de tir est terminée, la phase de charge est terminée. On va passer à la phase de combat. Phase de combat, on va déterminer maintenant qui attaque en premier. Est-ce que ce sont les prêteurs contre les petits égorgeurs, ou est-ce que c'est plutôt le seigneur impérateur et son griffdog contre les éventreurs? On va plutôt prendre cette possibilité-là, pour la simple et bonne raison que le seigneur impérateur est quand même assez balèze et il a un compagnon. Et les éventreurs sont encore 10. Les égorgeurs sont moins puissants et ils ne sont plus que 7. Donc, ils sont peut-être moins violents que ce que ne pourraient être les égorgeurs, les éventreurs. Donc, le seigneur impérateur va commencer à attaquer. Il va attaquer donc avec 4 attaques et son marteau. Donc 4 attaques, il touche à 3, blesse à 3, perfo de -1. Il touche à 3, il fait 2 touches. Il blesse à 3, il fait une blessure. Une blessure que les éventreurs vont essayer de sauvegarder, sachant qu'ils ont donc encore une fois une sauvegarde à 5+. Le seigneur impérateur a une perfo de -1, donc il faut qu'il fasse un 6 pour se protéger. Il faut un 4, on a une nouvelle blessure, donc on a retrait d'un personnage. Le griffdog va lui attaquer. Il touche à 3, blesse à 4. Touche à 3+, il touche une fois lui aussi, blesse à 4+, il ne touche pas. C'est la fin de la phase de combat du seigneur impérateur. Là se pose une question, est-ce qu'il vaut mieux aux égorgeurs d'attaquer ou est-ce qu'il vaut mieux aux éventreurs d'attaquer tout de suite? Eh bien, étant donné que le seigneur impérateur a déjà attaqué, les éventreurs seront tranquilles pour attaquer à la fin de cette phase de charge. Donc ce sont les égorgeurs qui vont essayer de toucher quelque chose. Ils ont 2 attaques chacun. Je rappelle que j'ai encore mon boss, que j'ai encore le tambourineur, donc le musicien, ce qu'il a en l'occurrence n'a pas forcément d'intérêt, mais surtout le porte-étendard qui peut avoir un intérêt sur la phase de déroute entre autres. Donc là on a 2, 4, 6, 7, on a donc 14 dés. Ce sont les noirs. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, plus une attaque pour le champion, sachant que, n'oublions pas qu'ils ont une petite aptitude, pour un jet de touche à 6, ils infligent 2 touches au lieu d'une. Donc par contre, ils touchent à 4+, blessent à 5+. Touche à 4+, si on fait des 6, il y a des 6. Il y a pas mal de 6 d'ailleurs. Et on a dit qu'il touchait à 4+, donc on va enlever aussi tous les 4. Déjà, tout ce qui est en dessous de 4. Donc on a 3 touches, mais on a 2, 4, 6 qui sont doublés. Voilà. Donc ça tombe bien, on revient au nombre de départ. Voilà. Et il blesse donc à 5+. Ici. À 5+, on enlève tous ceux qui sont en deçà de 5. Tac, 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 tac. Et donc on a 2, 4, 6 blessures. 6 blessures que les prêteurs ou la chevaleresque arcane doivent sauvegarder. En l'occurrence, c'était les prêteurs. 2, 4, 6. Je vais faire la chevaleresque. Donc, les prêteurs
il se sauvegarde à 3+. Je regarde aussi quelque chose. Ah mais j'ai pas vu le changement dessus. Donc, sauvegarde à 3+ pour les prétors. On a hop, un chiffre en deçà de 3, donc on a une blessure. Ce qui veut dire qu'on va rajouter une blessure sur un des prétors. C'est une petite attaque qui n'aura pas beaucoup servi, mais qui malgré tout a amené une blessure supplémentaire. C'est au tour soit des prétors maintenant, soit de la chevaleresque arcanum. Les prétors viennent de se faire attaquer, la chevaleresque arcanum n'a pas encore attaqué, mais ce qui peut être intéressant malgré tout, c'est que les prétors répliquent directement. Pourquoi? Parce qu'ils sont deux, ils ont 3 attaques chacun, donc ça fait 6 attaques, touche à 3+, blesse à 3+, perfo de -1, touche à 3+, 4 touches, malheureusement qu'une seule blessure. Avec la perfo de -1, les égorgeurs ayant une sauvegarde à 6+, on a une élimination supplémentaire. Parce que la perfo de -1 empêche les égorgeurs de se sauvegarder. Les égorgeurs ont attaqué, les prétors ont attaqué, le seigneur impérator a attaqué. C'est au tour évidemment des éventreurs. Les éventreurs ils sont 9. 2, 4, 6, 8, 9. Bien, ils vont lancer 18 dés. 18 dés plus 1, parce qu'on a encore le champion. Et je rappelle qu'ils ont l'arme croûtée qu'ils ont des armes croûtées de venin, c'est-à-dire que 6+ sur la touche, ils sont tombés sur mortel. Donc ça peut être très douloureux pour le seigneur impérator. 6+, on en a déjà 2, 3. On a des 4 même. Donc on a 4 touches, blessure mortelle sur le seigneur impérator, qui possède 6 points de vie. Il est retiré du... Ah non, il a 7 points de vie, pardon. Il est pas retiré du jeu. Hop. Par contre, les éventreurs touchent à 4+. On a tous ceux qui sont en dessous de 4+. Voilà. On sait déjà qu'on a 4 blessures. On est déjà à 6. 2, 4, 6 blessures supplémentaires potentiellement. Le chevalier arcanum. Pardon, le seigneur impérator sauvegarde à 3+. Il n'y a pas de modificateur perfo. Et il a tout sauvegardé, ce qui veut dire qu'il a 6 blessures maintenant, non plus que 2. Mais, mine de rien, il s'est sauvegardé. Parfait. Parfait. Il ne reste plus que la chevaleresque arcanum à attaquer. Elle a 3 attaques. Elle touche à 3+, et blesse à 4+, et une perfo de -1. Elle touche 3 fois, elle blesse 2 fois, elle a une perforation de -1, elle fait un D3 de dégâts, donc voilà, ça va, combien elle va faire de dégâts au total. Donc 1, ça fait 1 dégât, 4, ça fait 2 dégâts, parce que 4 divisé par 2, ça fait 2, donc au total elle va faire 3 dégâts. Avec la perforation de -1, les égorgeurs ne peuvent pas sauvegarder, évidemment, donc on va perdre. Les égorgeurs vont perdre 3 figurines supplémentaires. C'est une très bonne attaque de la chevaleresque arcanum. Cette fois-ci, la phase de combat est terminée. L'ensemble des protagonistes ont attaqué et défendu. On va se retrouver maintenant sur la phase de déroute. Phase de déroute, nous avons 2 unités qui ont été en déroute, qui doivent faire un jet de déroute. Les éventreurs et surtout les égorgeurs. Les éventreurs parce qu'ils ont perdu une figurine. Ils ont une bravoure de 5. Donc on va lancer un dé. Je rappelle qu'il faut faire moins ou égal à 5
avec ce jet de dés supplémentaire auquel on ajoute donc le nombre de figurines sorties. 3 plus 1, ça fait 4. On est bien en dessous de 5. Pas de souci. Les égorgeurs, eux, ont perdu 2, 4, 6, 7 figurines à ce tour-ci. 7 figurines à ce tour-ci. On va lancer un dé. 4 plus 7, ça peut faire 11. 4 plus 6, pardon. Pardon. 6 plus 7, ça peut faire 13. Ça peut faire très très mal. Donc, voilà, 6 plus 7, ça fait 13. Les dernières figurines fuient. Et on a beau avoir... Enfin, on pourrait le relancer. Mais en fait, si on fait le calcul, 7 plus 1 au pire. Allez, si on pourrait le relancer. On pourrait le relancer parce qu'on avait encore le porte-étendard. C'était les 3 dernières unités. On avait le musicien, le porte-étendard et le boss. On va relancer à cause du porte-étendard. 3 plus 7, ça fait 10. On est bien au-dessus des 4. Allez, c'était réglé. De toute façon, on le savait dès le départ. Les égorgeurs se sont fait éliminer par les Praetors et la chevalerie arcanum. Bouh, bouh, bouh. Je suis trop triste. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave car nous avons encore quelques unités à combattre chez les Cruel Boys et les Stormcast ont encore toutes leurs unités. On va déterminer donc le jet de priorité pour ce 4e round, parce que le 3e vient de terminer. Égalité. Ce sont les Oruks qui avaient commencé le tour précédent. C'est donc eux qui choisissent s'ils veulent débuter ou laisser le tour. En l'occurrence, eh bien, ce sont les Cruel Boys qui vont attaquer. Pourquoi est-ce que je choisis cette option-là? Parce que les éventreurs sont déjà en corps à corps avec le Seigneur Impérator. Il ne lui reste plus qu'un point de vie, ils ont donc une bonne chance de le battre à ce tour-ci. L'empaleuse est à distance de tir sur les Praetors ou sur la chevalerie arcanum. Le banc d'Amanak n'a pas encore bougé et donc peut toujours amener quelque chose dans le combat. Voilà. Donc là, on a quand même des choses à faire. Donc ici, soit l'empaleuse va tirer potentiellement sur la chevaleresse, soit sur les 2 Praetors qui restent. Sachant que les 2 Praetors qui restent ont encore pas mal de points de vie, donc pas mal de tirs possibles, voilà, pas mal de dégâts possibles. Et c'est là-dessus très clairement qu'on va jouer. Voilà. Phase de mouvement, donc phase de héros évidemment pour les Oruks, il n'y en a pas. Phase de mouvement pour les Cruel Boys, eh bien, il n'y en aura pas non plus parce qu'il n'y a pas besoin. La bande de Malak ne va pas bouger. Les éventreurs vont se rapprocher si on veut, histoire de pouvoir taper gentiment sur le monsieur comme il faut. Et ça, de toute façon, on l'aurait fait en phase de charge. Donc on va débuter sur la phase de tir. La phase de tir, ça va être donc l'empaleuse qui va s'exciter et qui va s'énerver contre les Praetors. Donc contre les Praetors, elle va tenter. Donc elle touche à 2 et blesse à 3. Elle touche à 2, pas de souci. Elle touche à 3, pas de souci. Je rappelle donc qu'elle va lancer un nombre de dégâts. Elle va déterminer un nombre de dégâts qui est égal au nombre de blessures des Praetors. Alors là, je ne sais pas, j'avoue que je suis un peu embêté. Les Praetors ont 3 blessures, mais il y en a un qui a déjà 2 blessures. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je lance 4 dés ou 6? Je ne sais pas, je vais en lancer 6, parce qu'il y a bien marqué la caractéristique de dégâts, pas les dégâts en cours. Donc la caractéristique de dégâts, il faut que je fasse 5+, évidemment. Et sinon, j'aurai 2 dégâts, plus le nombre de dés que j'ai eu à 5+. J'ai 3 dés qui sont au-dessus de 5+, plus mes 2 dégâts automatiques, ça fait 5 blessures. 5 blessures, une perforation de -2. Les Praetors doivent faire des 5 et 6 pour se sauvegarder. Ils font un 6, les autres sont en dessous de 5. On a donc 4 blessures. Ça tombe bien, on avait déjà 2 blessures ici, ils ont 3 points de vie, plus le 3 points de vie aussi.
Les deux Prétors sont sortis du jeu. Très bon choix, très bon tir de l'Empaleuse. Autre phase de tir, eh bien, on n'en a pas là. On pourrait tenter avec la bande rusée, parce que la bande rusée a toujours, Manoc a toujours un tir. C'est vrai que je ne l'ai pas essayé, je ne me suis pas servi depuis le début. Il pourrait être apporté de Gardius. Est-ce que techniquement il le voit? Alors il le voit légèrement, mais est-ce qu'il voit le socle? Je ne vois pas le socle. Je vois la figurine, mais je ne vois pas le socle. Je crois que c'est le socle qui fait le couvert ou pas. Non, il va même pas tirer, on s'en fout. Je relirai cette partie-là pour être plus sûr de moi. Donc, phase de tir terminée, phase de mouvement aussi terminée, bien évidemment. On va passer à la phase de charge. La phase de charge, eh bien, on ne va pas bouger pour la charge, pour le Manoc, ça ne sert à rien. Par contre, les éventreurs, eux, vont attaquer. Ils sont toujours 9, donc ils ont 18 dés, plus 1, parce qu'ils ont toujours leur chef. Rappelons que les éventreurs donc, touchent à 4, blessent à 4. Rappelons aussi qu'ils ont des improtés de venin, c'est-à-dire que sur un 6 à la touche, on est sur une blessure mortelle. 6 à la touche, j'ai ici, j'ai 3-6. Après, pour les toucher à 4+, donc j'avais quand même 2, 4, 6, 7 blessures de plus. Mais comme il y a déjà 3 blessures mortelles, notre Seigneur Impératant et son Grave Dog sortent du jeu. Voilà. Ce n'est pas une mauvaise opération, sur ce tour-ci, pour les Cruel Boys. La phase de déroute n'aura pas lieu. Pourquoi? Les Prétors n'ont plus d'unité. Le Chevalier Impératant est seul. Les Égorgeurs, eux, ont été rasés de la carte. Donc, il n'y a pas besoin de faire de phase de déroute. On passe donc à la fin du round, à la fin du tour des Cruel Boys. C'est donc maintenant au Standcast. Les Standcast, ils ne sont plus que 2. Donc, on a Gardius d'un côté et la Chevalerie Arcanum de l'autre. On est en phase de héros, Chevalerie Arcanum si elle est à 12 pouces, et c'est le cas, on va se dire oui. Elle peut lancer, donc un trait magique. Trait magique, rappelons-le, c'est donc la possibilité de toucher. Pareil. En fait, elle ne va même pas lancer un trait magique. Soit un trait magique, soit flamboiement des cieux. Trait magique, bon, c'est 12 pouces. Flamboiement des cieux, c'est 18, ça sera plus tranquille. Mais on va dire qu'elle est à 12 pouces, donc très magique. Sur un +5, elle fait 8, pas de souci. Elle fait donc des 3 blessures mortelles. Elle fait 3, ce qui veut dire 2 blessures mortelles. Hop, sur l'Empaleuse. L'Empaleuse qui a 5 points de vie, donc pour l'instant, pas de problème. C'est ensuite la phase de mouvement. Phase de mouvement, donc très simplement, on a donc notre Chevalerie Arcanum qui va se rapprocher, parce que de toute façon, à un moment, il va falloir y aller. Gardius, lui aussi, il va se rapprocher avec son gros socle, son marteau de la mort. Il va pouvoir attaquer. Il va pouvoir attaquer à distance. Donc il a un D6 d'attaque. D6 d'attaque. Il va avoir 2 attaques. Il touche à 3+, blesse à 3+, sur les éventreurs, bien évidemment. Enfin, bien évidemment. Non d'ailleurs, est-ce que 12 pouces, est-ce qu'il pourrait faire mieux? Non. Donc il touche à 3. Hop, 2 touches. Il blesse à 3+. Il fait une blessure. Sauvegarde. À part faute -1.
L'éventreur sauvegarde à 5+, ce qui veut dire qu'il faut qu'il fasse un 6. Pour se sauvegarder, ils font un 2, ils prennent une blessure. On passe à la phase de charge. Phase de charge, eh bien, Gardus tente de charger. Il fait 8. Qu'est-ce qu'il arrive? Il va pouvoir arriver au combat. Phase de charge pour la chevaleresse Arcanum qui fait 8 aussi. 8, elle va pouvoir arriver aussi au combat. On passe maintenant donc à la phase de combat. C'est Gardus qui va attaquer en premier. Gardus, il a 5 attaques. Il touche à 3, blesse à 3. Il fait 2 dégâts, il a une perfo de moins 1. Touche à 3, donc il fait 5 touches. Blesse à 3. 4 blessures. Perfo de moins 1. Donc là déjà on est sur 8 dégâts. Potentiellement. Hop. Donc il a fait 4 blessures. On va perfo de moins 1, ce qui veut dire que les éventreurs doivent faire des 6. Ils ne font pas de 6. Ils prennent donc 8 blessures. 8 blessures, on a donc 4 personnages éventreurs qui sont retirés. Pas mal. C'est au tour soit de l'empaleuse, soit des éventreurs. Les éventreurs viennent de se faire attaquer, ils savent qu'ils vont attaquer juste après, donc c'est l'empaleuse qui va tenter quelque chose. Elle a 3 attaques, l'empaleuse, elle touche à 4, elle blesse à 4. Donc la chevaleresse, elle fait une touche, elle blesse à 4, elle fait une blessure. La chevaleresse sauvegarde à 3+, sans aucun souci. C'est donc à la chevaleresse d'attaquer. La chevaleresse Arcanum, elle a 3 attaques, elle touche à 3, blesse à 4, touche à 3, elle ne fait aucune touche. Comme ça, c'est réglé. Ces deux unités-là, celles-ci, ont attaqué, c'est donc aux éventreurs de tenter de blesser Gardus. Ils sont 5, donc 10 dés. Il y a encore le boss, donc il a un dé supplémentaire, ce qui fait 11 attaques. Je rappelle que les éventreurs touchent à 4, blessent à 4 et ont des crottés de venin. Donc 6, blessure mortelle, 6, 6, et ils touchent à 4. Hop. On enlève ça, ils ont donc 2 blessures mortelles, 4 blessures, 4 touches. Ils blessent à 4. Ils ont 2 blessures. Hop. Pas de perfo. Gardus, lui, il sauvegarde à 3+, donc pour les 2 blessures pour lesquelles il est touché. Il sauvegarde les 2, mais il prend quand même 2 blessures mortelles. C'est la fin du tour des Stormcast. C'est aussi la fin du 4e tour. La fin du 4e round. Et donc on passe au 5e round. 5e round, on va lancer un dé pour l'initiative. Ça peut être important pour savoir qui va commencer à attaquer. 5 et 2, ce sont les Cruel Boys qui vont pouvoir commencer à attaquer. On est en phase de héros, évidemment il n'y a pas de phase de héros, on est en phase de combat. Et là on va pouvoir faire une chose extraordinaire. C'est que le tir ajusté de l'empaleuse, je ne me rappelle pas s'il doit être à plus de 3 pouces ou pas. Mais bon, l'empaleuse va tirer, elle est en tir ajusté vu qu'elle ne bouge pas normalement. Donc elle va lancer un dé, elle touche à 2, blesse à 3. Derrière, Manok va pouvoir attaquer et on a une bombe de feu de sa bande brusée aussi qui va pouvoir techniquement attaquer la chevaleresse Arcanum. Donc déjà l'empaleuse touche à 2 et blesse à 3. Ah, elle ne blesse pas pour une fois. C'est donc Manok qui là va lancer 3 dés de 6 pour savoir s'il va pouvoir
toucher. Il touche donc là à 10. 10 sans problème ici. Est-ce qu'il va pouvoir potentiellement toucher Gardus? Non. Donc il va toucher la chevaleresque arcanum. Il a 3 attaques. Il touche à 4, blesse à 5. Une fois, il blesse à 5. Et il ne blesse pas. La bande rusée, elle a 8 pouces. Voilà, donc pas de souci. Elle va pouvoir, donc elle a un des 3 d'attaque. Elle fait 4, ça fait donc 2 attaques. Elle touche à 4, blesse à 3+. Touche à 4, c'est raté. Phase de tir, bien raté pour les Trail Boys. Phase de charge, on est déjà en charge. Ici, ici. La bande rusée va pouvoir potentiellement charger. Donc c'est ce qu'elle va faire, évidemment, contre la chevaleresque arcanum. Donc Manoc, tout seul, il fait 8. Il va pouvoir arriver contre la chevaleresque. Son équipe fait 9, sachant que hop, il va pouvoir y être aussi. Tout le monde est en charge, ce qui va simplifier aussi la fin de notre partie. On est maintenant en phase de charge, on va déterminer qui débute. On a 5, 2, 4, 8, 10, 11. Je prends le parti d'attaquer tout de suite avec les éventreurs. Pourquoi? Parce que les éventreurs sont seuls face à Gardus. Ici, la chevaleresque arcanum se retrouve avec 3 opposants différents, avec plein d'opposants différents en fait, en corps à corps. Donc, possibilité de se faire toucher plusieurs fois, sans pouvoir toujours réattaquer derrière. Donc ça, c'est intéressant. Elle va pouvoir sauvegarder, mais pas forcément attaquer. Donc, les 11 des éventreurs vont être lancés. Je rappelle qu'il touche à 4, blesse à 4, et sur un 6 à la touche, c'est blessure mortelle. Il y a une blessure mortelle cette fois-ci. Il touche à 4. Donc, il y a 4 blessures, enfin 4 touches, pardon. Il blesse à 4. Ils ne font aucune blessure, mais heureusement, ils avaient une blessure mortelle qui va se rajouter à celle de Gardus. Cette fois-ci, qui va attaquer? Eh bien, les éventreurs ont déjà attaqué, il n'y a donc pas de priorité à faire attaquer Gardus. C'est donc la chevaleresque arcanum qui va tenter de se battre contre l'empaleuse, potentiellement, oui, parce que l'empaleuse, elle peut encore attaquer de loin. Elle a 3 attaques, donc elle peut faire pas mal de dégâts. 3 attaques, elle touche à 3+. Elle blesse à 4+. Et elle ne blesse pas. Ça, c'est un vrai problème pour la chevaleresque. C'est maintenant autour de la bande rusée, justement. Manoc ne va même pas encore attaquer. C'est la bande rusée qui va en profiter. Avec Chomzom, qui lui a 4 attaques pour l'instant. Touche à 3, blesse à 3. Touche à 3, donc il a 3 touches. Blesse à 3. Il fait 3 blessures et il a une perfo de -1. Chevaleresque a une sauvegarde de 3. Donc plus le -1, ça fait 4. Elle doit faire des 4 pour se sauver. Elle fait 2, 4 et un 3. Elle prend donc une blessure. Ensuite, deuxième attaque, des entraves cruelles, 2 attaques, touche à 4, blesse à 4. Touche à 4, une touche. Pas de blessure. Ensuite, le filet primitif, une attaque, touche à 4, blesse à 4. Je rappelle qu'ils ont tous l'arme crottée de venin. Touche à 4, raté. Et enfin, la dague cruelle, donc 3 attaques, touche à 4, blesse à 4. Touche à 4, il y a une touche, blesse à 4, pas de blessure. Super, super, super. La chevaleresque a déjà attaqué. C'est à Gardus maintenant de répondre. Gardus, il a 5 attaques encore à corps, 2, 4, 5. Il touche à 3, blesse à 3. Touche à 3, donc il a 5 touches. Blesse à 3. 4 blessures. Perfo de -1. Ce qui veut dire que il faut faire des 6 pour les éventreurs. Il n'y a pas de 6.
Donc on a 8 blessures. 8 blessures, ça veut dire qu'on a 4 personnages qui sont retirés du jeu. Ouh, pas mal Gardus. Il nous reste l'empaleuse et Manoc qui doivent attaquer la chevaleresse. Manoc, il a 4 attaques, touche à 3, blesse à 3. Touche à 3, donc il fait 3 touches. Blesse à 3, perfo de -1, il fait 3 blessures. Perfo de -1, et attention, il a D6 de dégâts. Perfo de -1, il faut faire des 4 pour la chevaleresse. Elle fait 2, 5 et 1, 3, ce qui veut dire qu'elle prend une blessure. Une blessure lui amène un D3 de dégâts. 6, elle prend donc 3 dégâts. Elle prend 3 blessures, ce qui l'amène à 4 blessures au total pour l'instant. Et c'est maintenant à l'empaleuse d'attaquer avec 3 attaques qui touchent à 4, blesse à 4. Touche à 4, on a 2 touches. Et on a une encrottée de venin. Donc on a déjà une blessure sûre. Et elle blesse donc à 4. 4 plus, elle blesse. Il n'y a pas de perforation, donc sauvegarde à 3 plus pour la chevaleresse artémique. Qui fait 2, qui prend une deuxième blessure supplémentaire. La chevaleresse a 6 points de blessure, elle en avait déjà 4. Donc elle est éliminée du jeu. On est maintenant sur une phase de déroute. Phase de déroute, eh bien on va en faire une parce que là, les éventreurs ont perdu énormément de personnages. Techniquement, ils ont perdu 8 personnages sur cette phase. Ils ont une bravoure de 5. Donc même si on fait un calcul très rapide, 1 plus 8, on va être difficilement au-dessus de 5. En plus, ils font 5 plus 8, ça fait 13. 13 pour aller à 1. Voilà. Pour aller à 5, c'est bon. Il n'y a plus d'éventreurs, le boss fuit. Le boss a fui. Et donc on est maintenant sur un combat qui va se faire entre Gardus et l'empaleuse et la bande de Manoc. Mais c'était la fin du 5e tour, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est la fin du 5e tour. Parce que bah oui, c'était la fin du 5e tour. De toute façon, ça ne changera rien. Et Gardus ne pourra jamais toucher autant de personnes avec si peu d'attaques, surtout sur 3 unités différentes. Donc, c'est la fin de notre 5e round. Et comme le dit la règle, comme le dit notre règle, fin du 5e round veut dire que si toutes les unités ne sont pas éliminées, nous avons donc une égalité. On a une égalité entre Liquid Boys et Gardus. Enfin, et les Stormcast. Voilà, j'espère que cette petite partie vous aura plu. C'était un petit peu compliqué sur la mise en place, j'ai trouvé. Ça vient de moi évidemment, parce que ça fait longtemps que je n'avais pas joué, ça fait plus de 2 mois que je n'avais pas joué. Et je pense réellement qu'au-delà d'un certain temps, une relecture complète des règles peut avoir un vrai intérêt. Pourquoi ? Parce que là, j'ai pris l'habitude, évidemment, de faire les vidéos en direct, de faire les vidéos surtout en fonction du temps. Et donc, eh bien, je me retrouve avec des vidéos de règles qui ont été faites pour les derniers jours là, sauf que j'ai déjà rangé toutes les règles justement dans mon classeur, ce qui veut dire que je me rappelle plus exactement ce qui a déjà été vu, ce qui n'a pas été vu au moment même de cette bataille. Et ça peut être un peu compliqué parfois, donc attention à ça. Et puis surtout attention à bien relire les règles pour bien voir toutes les aptitudes. Là j'en ai oublié. Le flamboyant des cieux, par exemple, pour la chevaleresse. Le fait que j'aurais pu aussi faire venir les prétors sur un second temps, les garder en réserve. J'ai certainement oublié des choses aussi. Sur l'empaleuse, elle a 3 aptitudes, donc j'ai utilisé quasiment que l'arme côté de venin. Pareil pour Manoc, sur lequel je ne me suis pas du tout posé.
Bon, les égorgeurs, pas de souci. Les éventreurs, ça commence à le faire, même si je n'ai pas utilisé la tactique qui intimide. Donc voilà, il y a peut-être plein de choses qui sont à revoir. Et malgré tout, je trouvais cette partie plutôt plaisante. J'ai essayé d'être le plus clair possible sur mes décisions aussi, parce que comme vous l'avez vu, je joue seul, puis je rejoue seul. Donc il faut que j'arrive à me mettre dans la tête chaque fois sur l'opposition. Est-ce que je suis d'un côté, est-ce que je suis de l'autre? Et donc dans ce cas-là, quel est le meilleur choix pour moi en tant que Cruel Boys et quel est mon meilleur choix en tant que Stormcast? J'ai essayé de faire ça de façon la plus impartiale possible, même si en l'occurrence ça n'a pas donné les résultats que je souhaitais au total. Mais voilà, malgré tout, j'ai trouvé que c'était une partie plutôt plaisante. J'espère qu'elle vous aura plu aussi. J'espère que le fait qu'on redémarre quelques petites parties comme ça vous plaira aussi. Et puis voilà, tout simplement. En attendant les prochaines, parce que là on en a quand même un paquet de retard. Je crois qu'on en a encore 6 ou 7 de retard, voire plus. Donc en attendant ce moment-là, n'hésitez pas à regarder mes dernières vidéos sur le colis numéro 9 qui vont pas tarder à sortir lundi et mardi. Et donc voilà, il y a plein de choses à voir. Il y a plein de nouvelles vidéos aussi sur les règles. N'hésitez pas à les regarder aussi, ça peut être intéressant. Donc voilà, tout cet ensemble-là. Il y a plein de choses à faire, plein de choses à voir. Donc n'hésitez pas. Encore une fois, merci à tous pour votre soutien. Merci à tous pour votre accompagnement. Parce que, encore une fois, ça fait super plaisir de savoir que vous êtes avec moi dans cette aventure et que vous regardez mes petites vidéos. Même si je sais que ce n'est pas les meilleures techniquement du monde. Mais ça fait super plaisir de savoir que ça vous intéresse et que vous continuez à les regarder. Voilà, moi j'essaie de faire au mieux pour les peintures. J'espère que mes peintures vous conviennent. En tout cas pour moi elles sont pas mal. Et voilà. Donc, n'hésitez pas aussi à me le mettre en commentaire, à me dire ce que vous en pensez, si vous pensez que je peux améliorer des choses. Vu du dessus comme ça, s'il y a des choses que je peux améliorer, n'hésitez pas à me dire. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous saluer, à vous souhaiter une excellente fin de semaine. Et puis en attendant, je vous embrasse et puis je vous dis à ciao. Et bye bye. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire et suivez-moi sur Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.